Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le quorum étant rempli, je vais procéder à l'ouverture de la séance. Commençons par demander à M. Sanson de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouane. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Ledran-Kennedy. Présente. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Ghislaine Marzin. Présente. Madame Marie-Édith Massé. Présente. Madame Françoise Leray. Présente. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Elle s'est excusée ce soir et a donné pouvoir à Madame Marzin. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Vallet. S'est excusée également et a donné pouvoir à Madame Sophie Ledran-Kennedy. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Monsieur Éric Jouble. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Molez. Présent. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Excusée, a donné pouvoir à Claude Jaouane. Madame Séverine Gauguin. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Lisa Klimek. Excusée, a donné pouvoir à M. Mathieu Gentes. Madame Isabelle Le Marchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Marbeau. Présent. Monsieur Yves Perret. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Et je vous demande de noter la présence de M. Éric Bou. Bien, je sollicite un volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Françoise Leray. Pas d'opposition. Très bien. Monsieur Ferrand. Je voulais vous informer que nous allions encore filmer en plan large, en tout cas sur le projet présenté, la séance du conseil municipal de ce soir. En plan large, vous avez dit. Bonsoir. Pourquoi ça Et également noter la présence de Mme Sylvie Gauguin. Sur table, vous avez un correctif, concernant le point 2, on verra tout à l'heure. Ah oui, le dossier de prise de notes. Là, je propose au conseil municipal la validation du procès verbal de la séance du 21 février. Des questions, des remarques. Monsieur Margot. Oui, monsieur le maire, plusieurs remarques. Alors la première, je voudrais informer notre honorable assemblée que j'ai reçu un courrier du procureur de la République qui m'informe que la procédure engagée par madame Élise Carpier était classée sans suite. C'est une remarque sur le dernier procès verbal. Tout à fait, monsieur le maire, puisque ça correspond à ce qui avait été dit en début de séance du procès verbal. Donc je viens maintenant sur le procès verbal à proprement C'est parler. bien ce que je disais. Donc le procès verbal proprement donné. J'y viens, monsieur le maire. Alors, je ne vous cache pas qu'on a été un peu surpris par la qualité de ce document par rapport à ce que nous avions désormais l'habitude de voir. Il y a beaucoup d'erreurs. Donc, je ne sais pas s'il faut que je les reprenne toutes in extenso, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont incompréhensibles dans les propos tels qu'ils sont retraduits, ou retranscrits en tout cas sur la feuille. Donc à la page 8, il est mis, monsieur Marveau, dans les propos que j'ai pu lire, poursuite sur le photovoltaïque, je n'ai pas dit poursuite sur le photovoltaïque, je pense que c'est poursuit sur le photovoltaïque peut-être, mais enfin ce ne sont pas mes propos en tant que tels. Sur la page 9, et ça revient de façon assez récurrente, à la suite ou en amont des propos que je peux tenir, j'avais déjà fait cette remarque, il y a des commentaires qui sont faits. Il est dit par exemple à la page 9, M. Marveau l'entendrait, mais en ce qui le concerne, il y est farouchement opposé. Je souhaite que « il l'entendrait » ne figure pas au procès verbal. Je suis farouchement opposé, ça suffit pour qu'on comprenne la réalité. Et je ne comprends pas pourquoi
on ne retranscrit pas in extenso nos propos et pourquoi on rajoute des choses qui n'ont pas nécessairement été dites. En tout cas, si c'est pas dit entre guillemets, c'est pas compréhensible. Ce point sera vérifié, mais c'est la retranscription de ce qui est enregistré. Donc, Oui, mais vous verrez plus tard que parfois ça pose des problèmes sur les enregistrements. À la même page, il manque un que entre que et toutes. Que pour que toutes, sinon ça n'a pas de sens. La même chose, dit pour que toutes, il manque le pour. Si on revient à la page 11, au deuxième paragraphe, j'ai dit et j'ai réécouté la bande, et pendant qu'ils se réunissent ce soir, pendant que nous nous réunissons ce soir à Melès, la commune de Botton vote son budget, une fois de plus, etc. Ensuite, il y a de façon systématique et récurrente, lorsque je vous interromps, monsieur le maire, il est spécifié que je vous interromps, ça me paraît tout à fait normal. Quand ce sont les conseillers municipaux présents qui m'interrompent, il est fait référence à différentes formulations que je ne vais pas livrer les unes après les autres, mais ne figurent pas les interruptions qui sont les miennes, qui sont celles de vos... Par exemple, il est écrit clairement à la page 12, Monsieur Dumas demande s'il peut répondre. Je suis en train de parler et Monsieur Dumas demande s'il peut répondre. Non, Monsieur Dumas interrompt Monsieur Marvaux pour dire s'il peut parler. Ou on l'écrit pour tout le monde, ou on l'écrit pour personne. Moi, ça ne me pose aucun problème que vous l'écriviez pour ce qui me concerne. De la même façon, 3 lignes plus loin, vous dites, Monsieur le maire indique que vous allez m'expliquer quelque chose. Même chose, interruption. Ce serait plus clair, je pense, ou alors on s'abstient de l'écrire à chaque fois. Exemple, à la page 14, il est interrompu par Monsieur Marvaux. Même chose, page 15, des élus interviennent et font remarquer que ce n'est pas le sujet. Non, des élus interrompent M. Marvaux et font remarquer que ce n'est pas le sujet. Et des élus, je ne sais pas qui c'est. Je reviens sur les articles qui manquent, les virgules qui ont disparu, tout ça, je pense que ça n'est pas tout à fait. Les interruptions, on ne va pas y passer la soirée. Alors, il y a ensuite un vrai sujet, c'est que les propos de M. Gentès dans cette séance, M. le maire, ne sont jamais repris. C'est-à-dire que ce que dit M. Gentès ne figure pas au procès-verbal, et donc rend inexplicable et incompréhensible pour ceux qui lisent le procès-verbal les propos qui sont les nôtres. Je prends un exemple à la page 15. Pas grave selon M. Marvaux, alors je ne sais pas pourquoi vous rajoutez Mme Mestri, pas grave selon M. Marvaux, c'est vous qui étiez secrétaire de séance, c'est pour ça. Le budget initial, et là je dis tout d'un coup, il n'est pas prof de maths. Bon. Mais c'est parce que j'ai été interrompu par M. Gentès, dont on ne reprend pas les propos au procès verbal. Sur cette page-là, c'est pas encore trop grave. Vont arriver les incidents qui ont suivi, et de la même façon, à la page 16, les propos de M. Gentès ont disparu. Pour ce qui concerne, M. le maire, les propos de M. Gentès, nous vous demandons de faire réintroduire ces propos, et nous vous demandons donc officiellement ce soir de ne pas mettre en validation ce procès-verbal avant qu'il n'ait été corrigé et complété des propos qui furent ceux de M. Gentès lors de cette séance, et qui pour certains d'entre eux sont gravissimes, et donc nous souhaitons qu'ils figurent au procès-verbal, en particulier lorsqu'il s'est permis d'interpeller notre collègue Marc-Olivier Ferrand pour les propos que vous savez. Voilà, donc il y a une très grosse relecture à faire, monsieur le maire, sur ce document, et en particulier à page 28, les fameux propos inacceptables de monsieur Gentès qui ne figurent pas au procès-verbal. C'est votre opinion concernant le fait que ce soit... Pardon madame, alors on va... C'est les miens. Ce sont les miens également. Ce sont les miens. Ce sont les miens Non mais également. peut-être madame... s'il vous plaît, ce sont des remarques sur le procès-verbal. Monsieur le maire. Ce sont des remarques. Monsieur le maire. S'il vous plaît, vous me Mais laissez pourquoi vous parler. ne reprenez pas votre collègue qui m'interrompt pour nous amener sur un autre Ce sont terrain? des remarques sur le procès-verbal. Oui. Ce sont des remarques sur le procès-verbal. Elles doivent être faites de manière factuelle, sans être nécessairement qualifiées. Allez. Voilà. Alors, monsieur le maire, je vous demande de reprendre l'intégralité de ce procès-verbal et de retirer tous les qualificatifs qui ont été ajoutés à mes propos. Tous, sans exception. Non, monsieur le maire, parce que vous dites qu'il n'y a pas lieu de les qualifier, et je demande que le secrétaire n'écrive à aucun moment « Monsieur Marvaux pense » ou « Monsieur Marvaux dit ». Non. C'est de la Deux points, retranscription. ouvrez les guillemets. C'est de la retranscription d'une bande enregistrée. Ben, visiblement, cette retranscription est tout simplement. moins bien faite que les fois précédentes, monsieur le maire.
Jusque-là, c'était plutôt bien fait, on avait vu un beau progrès. Là, c'est une catastrophe absolue. Et on peut s'étonner d'ailleurs que Madame la secrétaire, lors de la dernière séance, n'ait pas entendu les propos de M. Gentes, compte tenu de sa place dans la salle. Bien. On peut penser donc que c'est un peu délibéré qu'il n'y figure pas. Permettez-nous de le penser. Donc je vous demande, Monsieur le maire, de ne pas mettre à l'adoption ce soir ce procès-verbal et d'y apporter toutes les corrections nécessaires. Je suis prêt, en ce qui me concerne, à vous faire la liste exhaustive des corrections que je demande. Monsieur Ferrand. Oui, je demande la parole puisque M. Gentes vient de parler, on ne l'a pas entendu. Alors, il n'a pas demandé la parole. Donc, non, mais... S'il vous plaît, ça va devenir ridicule. Monsieur Gentes ne m'a pas demandé la parole. Il a pu parler en aparté, mais s'il n'a pas demandé la parole en tant que tel. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien, il s'agit de la retranscription d'un enregistrement. Donc je vais faire prendre le temps de réécouter l'enregistrement et de faire les corrections à la marge qui pourraient être nécessaires, tout simplement. Et on passe au premier point de l'ordre du jour. Vous souhaitez intervenir? Et oui, je souhaite que figurent de façon extrêmement rigoureuse toutes les interruptions qui furent celles de vos collègues lorsque je prends la parole, au même titre que toutes mes interruptions, et c'est parfaitement légitime, figurent au procès-verbal. Il y aura une réécoute de la bande enregistrée. Merci, Monsieur le maire. Le premier point à l'ordre du jour. Lotissement de la Roanière et concession des espaces communs, Monsieur Maury. Alors, lotissement de la Roanière, rétrocession des espaces communs. Monsieur Le Pape a obtenu le 26 novembre 2018 un permis d'aménager référencé 035-73-18U-0003 portant sur la réalisation d'un lotissement de 5 lots destiné à la construction de maisons individuelles à la Roanière. Le permis d'aménager a été transféré à une SCI, la SCI Globale, par arrêté en date du 5 novembre 2019. Les travaux ont été déclarés et achevés le 26 novembre 2021. Les espaces communs ont été transférés à l'association syndicale libre le 21 mars 2022 et le procès-verbal de réception définitive des travaux a été établi le 21 février 2024 sans réserve. Les espaces à rétrocéder à la commune une superficie de 929 m². Selon le relevé établi par le géomètre, se décompose ainsi l'espace réservé au rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères, la voirie, la réserve incendie de 120 m³ avec une aire d'aspiration réglementaire pour les pompiers, le merlon d'une surface de 556 m² planté entre les 5 lots et la RD 82 restera à notre demande propriété de l'ASL. La cession est constituée à titre gratuit. La commission d'urbanisme réunie le 28 février 2024 a donné un avis favorable. À noter qu'en vertu de l'article L141-3 du Code de la voirie routière, les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Donc le classement dans le domaine public de la voirie des espaces communs de ce lotissement peut donc s'effectuer sur simple délibération du conseil municipal sans enquête publique préalable. Merci. Avez-vous des interrogations? Je vais donc vous proposer ceci au vote. En invitant le conseil municipal à accepter le principe de cession gratuite à la commune de Molès aux conditions ci-dessus énoncées sans réserve, de classer dans le domaine public communal la voirie, l'espace réservé au rassemblement de conteneurs d'ordures ménagères et la réserve incendie, de préciser que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de la commune et de m'autoriser à signer l'acte de cession ainsi que tous les documents nécessaires sur ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Adopté, en vous remerciant. Le point 2. Giratoire des Olivettes. Monsieur Maury. Giratoire des Olivettes, cession gratuite du foncier au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière et de la création d'une zone d'activité communautaire aux Olivettes, un aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection de la route départementale 82 et de la zone artisanale des Olivettes est prévu. Les parcelles concernées s'apparentent à des dépendances du domaine public routier. Le transfert de domanialité s'effectuera à titre gratuit. Ces emprises cumulées représentent une surface totale de 3700 m²
Il s'agit des parcelles suivantes, vous avez le détail dans le document. Les terrains acquis auront vocation à être incorporés dans le domaine public départemental et serviront à la réalisation du projet d'aménagement du gératoire des Olivettes. Pour information, il est précisé que la valeur vénale de l'intégralité des parcelles a été évaluée le 20 février 2024 par les services des domaines à 33 500 €. Les frais d'acte seront pris en charge par le département de l'Ille-et-Vilaine et la commission urbaniste consultée le 28 février 2024 a émis un avis favorable. Merci. Manque de précision. Je soumets donc au vote en invitant le conseil municipal à approuver la cession gratuite de partie des parcelles cadastrées AH1, AH2P et AH20P aux conditions précisées ci-dessus et de m'autoriser à signer la convention de prise de possession anticipée, la promesse unilatérale de vente, l'acte administratif à intervenir et tout document se rapportant à cette délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Madame Mestri. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 5 abstentions. Donc adopté. Merci. Le point suivant. Renouvellement du Conseil des sages. Madame Marzin. Le Code général des collectivités territoriales permet à tout conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui ne peuvent pas appartenir au conseil. Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. La municipalité attachée au principe de participation des habitants à la vie de la commune entend mener conformément à son projet municipal une politique de citoyenneté active, de dialogue et d'échange avec les habitants de la commune. Dans cet esprit, il est proposé de renouveler le Conseil des sages à Melès. Ce dispositif initié il y a 30 ans par Kofi Yagnam, à l'époque maire de Saint-Coulitz, ensuite dans le Finistère. Il a pour vocation de rompre l'isolement des anciens et d'utiliser leur disponibilité et leur expérience au service de la cité dont ils sont la mémoire vivante. Le mandat de ce nouveau Conseil des sages prendra fin à la date de la fin de la mandature du présent Conseil municipal, installé le 25 mai 2020. Les missions générales d'un Conseil des sages sont à la demande du maire de participer à la réflexion sur des projets ou actions menés par la municipalité et d'apporter son analyse sur des faits et des dimensions choisies par le Conseil lui-même. Le Conseil des sages est une instance consultative de réflexion, de concertation, de suggestion qui permet aux seniors de participer à la vie locale en mettant leur disponibilité et leur expérience à la disposition des élus. Le mandat du présent Conseil des sages s'achèvera le 12 juin 2024. Il convient de procéder à son renouvellement. Il est rappelé que le Conseil des sages est composé de 23 membres maximum, répartis comme suit. 7 membres proposés par Monsieur le maire, 16 membres issus de l'appel à candidature. Il est également précisé que les personnes intéressées par l'appel à candidature, comme les membres proposés, doivent respecter les principes suivants. Être âgé d'au moins 55 ans à la date de la création, installation du Conseil des sages, habiter la commune, être libre de tout engagement professionnel, être soucieux du bien commun, ne pas être élu municipal, ne pas être engagé dans une autre commission consultative communale, ne pas avoir réalisé plus de 2 mandats de membres de Conseil des sages. L'appel à candidature aura lieu par tous les moyens de communication disponibles, Melès Magazine, Flash, page Facebook, articles de presse, affichage. Les candidatures pourront être faites jusqu'au 17 mai 2024. Lors de la séance du Conseil municipal du mois de mai 2024 et dans le cas où plus de 16 candidatures seraient enregistrées, il sera procédé à un tirage au sort. Si le nombre de candidatures était inférieur ou égal à 16, ces personnes seraient automatiquement désignées membres du Conseil des sages. À titre d'information, il est fourni en pièce jointe la charte dite de loi pour le Conseil des sages. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision? Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, nous allons approuver cette délibération, mais je voudrais profiter de cette délibération pour vous demander ce qu'il en est de la création des commissions que vous aviez annoncées dans votre programme, le Conseil de l'éducation et de la jeunesse,
vous aviez promis, la commission extra-municipale jeune, le conseil de la vie associative et la commission extra-municipale des sports. Il semblerait que vous ayez oublié de les intégrer dans votre calendrier. Je pense que vous n'êtes pas naïf au point de savoir vous-même que les questions que vous posez n'ont rien à voir avec la délibération qui est proposée. Monsieur le maire, on parle du conseil consultatif. Mais justement, du conseil consultatif qui est le conseil des sages. Oui, je suis légitime à vous poser une question, alors qu'elle vous dérange, je peux comprendre. Parce qu'effectivement, vous avez fait des promesses que vous ne tenez pas, donc ça peut vous déranger. Mais j'aimerais bien avoir une réponse sur ce sujet. Bah écoutez, vos questions ne concernent pas le sujet qui est soumis donc à vous refusez de répondre à ma question. Je réponds que non. Ça ne correspond pas au sujet, tout simplement. Donc, Monsieur Boilez avait demandé la parole. Juste sur la... Je pense qu'il y a une coquille dans le second paragraphe, ça n'a pas forcément d'importance, mais on met fin au nouveau conseil des sages en même temps que la fin du conseil des sages actuel. Non. Pas plutôt... Je ne pas, moi je ne Du comprends pas conseil la municipal actuel. pas du conseil municipal, du conseil... Le mandat du présent conseil des sages s'achèvera le 12 juin Je 2024. comprends, ok. C'est celui qui est encore en place aujourd'hui. Ouais, ok, je viens de comprendre, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Remarque, je soumets donc au vote et j'invite le conseil municipal à accepter les conditions de renouvellement des membres du conseil des sages dont le mandat prendra fin avec la fin de la mandature de l'actuel conseil municipal et d'accepter le lancement d'appel à candidature pour le renouvellement des membres du conseil des sages. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Adopté en vous remerciant. Le point 4. Présentation du rapport d'orientation budgétaire qui est à suivre, débat d'orientation budgétaire. Je passe la parole à M. Dumas. Bonsoir à tous. Notre exercice traditionnel donc, de la période qui précède le budget, le débat d'orientation budgétaire. Alors, ce débat d'orientation budgétaire est obligatoire pour les communes de notre taille, se tient dans les 10 semaines qui précèdent le vote du budget, et là c'est une nouveauté par rapport à la précédente comptabilité qu'on avait, puisque c'était 2 mois précédemment, là c'est passé, on doit être dans les 10 semaines, nous sommes à 4 semaines, donc on est bien dans le cadre. Il porte sur le budget principal et les budgets annexes, c'est-à-dire pour nous le budget assainissement et le budget énergie renouvelable. Donc, la vocation de ce rapport d'orientation budgétaire, c'est bien de donner aux élus les renseignements qui sont nécessaires pour qu'ils puissent prendre des décisions en toute connaissance de compte sur le vote du budget. Et donc, à la fin du débat d'orientation budgétaire, on prend acte que le débat a bien eu lieu. Donc, ce qu'on doit présenter réglementairement, c'est les évolutions prévisionnelles des dépenses en recettes et des recettes en fonctionnement et en investissement, nos engagements pluriannuels de programmation pluriannuelle qui se traduit sous la forme d'autorisation de programme et de crédit de paiement, les fameux APCP, les informations qui tiennent à la dette et donc, on a une délibération pour justifier le fait qu'on a tenu un débat d'orientation budgétaire. Donc, la présentation, je vais rappeler quelques éléments de contexte que vous connaissez, je pense, en général, du contexte économique et financier. Un point sur l'analyse financière rétrospective de notre avancée budgétaire, l'analyse prospective qu'on a menée pour essayer de voir comment les projets de notre programmation pluriannuelle vont pouvoir être financés, un point sur le personnel qui sera fait dans le cours de la présentation, un point sur la dette qui sera fait également, et des points sur les budgets annexes. Donc au niveau du contexte économique, on peut dire que après la période de Covid, la croissance du produit intérieur brut des pays reste fragile. L'inflation est en diminution, mais pas beaucoup, puisqu'on a connu une inflation très légèrement inférieure à l'année précédente, mais pas beaucoup. En revanche, on peut dire que dans les perspectives, à l'heure actuelle, pour l'année 2024, ce sera plutôt une inflation de l'ordre de 2,5% qui sera attendue, donc là une baisse sensible. Au niveau national, donc la croissance est faible, l'inflation, c'est ce que je veux commenter tout de suite pour
au niveau international. Donc on est passé de 5,2 à 4,9 en 2023, mais la perspective est quand même à la baisse de l'inflation et les taux d'intérêt qui suivent toujours avec un petit peu de retard l'inflation, donc restent élevés et on espère qu'ils vont pouvoir baisser également. Les dispositions de la loi de finances 2024, donc des économies, hein, tout le monde est au courant du coup de vis qui est donné sur les économies. Des économies qui étaient programmées dans la loi de finances à hauteur de 16 milliards d'euros et qui va être complétée par le décret du 21 février avec 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires qui sont liées en fait à la révision des perspectives de croissance qui étaient de 1,4% lorsque le plan de finances a été établi et qui est plutôt révisé autour de 1% maintenant. Donc ça va mettre la fin des dispositifs exceptionnels de la crise énergétique qui sont justifiés aussi par la baisse des prix des énergies et donc effectivement, même si nous, on en parlera tout à l'heure, on conservera un bouclier tarifaire pour les collectivités, les prix énergétiques feront que le bouclier en fait fonctionnera assez peu. Avec des dispositifs de lutte contre la fraude, et là c'est essentiellement sur la TVA, en particulier toutes les plateformes Internet, etc. Donc il y a des fraudes de TVA là-dessus et il y a différents dispositifs qui ont été mis en place pour essayer de faire en sorte que les impôts dus soient payés. Et donc des priorités, le régalien, donc l'armée, la justice, la transition écologique et l'éducation. En ce qui concerne les collectivités locales, donc ce qui nous concerne plus directement, donc les bases fiscales seront révalorisées à hauteur de 4,1%, c'est réglementaire par rapport à l'inflation de l'année précédente. Comme je le disais, on a l'amortisseur électricité qui va être reconduit pour toutes les dépenses au-delà de 25 centimes du kilowattheure. Et j'espère qu'on n'aura pas ces tarifs-là et donc on n'en bénéficierait pas si nos tarifs sont inférieurs. Ça augmente le montant de la DGF de 320 millions d'euros, pardon. Et une partie pour les communes. Cette augmentation reste nettement inférieure à celle de l'inflation, puisque globalement l'augmentation sera de 1,2% et encore elle sera essentiellement basée sur la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale dont on ne bénéficie pas. Donc on aura probablement quand même une augmentation de la dotation de fonctionnement qui est liée à l'augmentation de notre population, mais pour le reste ce ne sera pas une augmentation probablement importante. On attend la notification de ces dotations par la trésorerie pour pouvoir constituer au plus juste le budget. Toujours des soutiens, investissements de OTR, des SIL qui restent en place avec la volonté de pouvoir les cibler de plus en plus sur les projets qui sont favorables à l'environnement. Et un point qui était envisagé par le gouvernement, qui était de supprimer la fonds de compensation pour les activités périscolaires, a été reporté d'1 an, et donc à l'heure actuelle, ça serait prévu pour 2025, mais en 2024, la compensation de l'État subsiste, qui nous permet de financer nos activités périscolaires. Globalement, au niveau des collectivités, l'effet, le classique effet de ciseau, une augmentation plus rapide des dépenses de fonctionnement que les recettes, qui font que l'autofinancement globalement diminue et donc une baisse de l'ordre de 9% sur l'ensemble des communes. On va voir précisément pour Melay ce qu'il en est. Et donc ça c'est le graphique qui suit et qui montre qu'effectivement la courbe verte, enfin l'histogramme vert, c'est les dépenses qui augmentent de façon importante, tandis que l'augmentation
des recettes diminuent, et donc c'est ce qu'on appelle traditionnellement cet effet de ciseaux. Au niveau de notre analyse rétrospective, donc là ça va être un petit peu une redite de ce qu'on a vu lorsqu'on a voté nos comptes administratifs, enfin, nos dépenses de fonctionnement 7 millions, 7 millions 2 en 2023, en progression de 14% sur un an. Des charges à caractère général qui ont augmenté de 117 000 € entre 2022 et 2023, avec comme principale explication, et elle serait restée à peu près stable si on n'avait pas eu ces frais de gardiennage sur la salle multifonction qu'on n'attendait pas, et surtout pas en fonctionnement. Il y a d'autres augmentations, et notamment des coûts énergétiques qui sont venus compléter, mais l'essentiel de l'augmentation et des charges à caractère général est lié aux frais de gardiennage. Pour les autres charges de gestion courante, c'est l'augmentation de la contribution pour le fonctionnement de l'école privée qui fait qu'on augmente. Il y a une augmentation du coût élève et une augmentation du nombre d'élèves, donc ça fait une augmentation de ce poste. Et en ce qui concerne les dépenses de personnel, toujours une augmentation importante, pour le coup, qui est liée en partie, et on va le détailler, aux lignes directives de gestion, mais aussi à des décisions nationales, mais aussi pas mal à des remplacements, et on va le détailler tout à l'heure. Donc là, on a le graphique qui montre l'évolution de nos dépenses, donc pas de surprise, avec une augmentation significative des différents postes qui constituent les dépenses de fonctionnement de la commune. La masse salariale, donc c'est là qu'on va faire un petit point sur en 2023. Donc on a effectivement une augmentation substantielle de notre masse salariale, des dépenses de personnel, 462 000 €, c'est important, c'est conforme à ce qu'on avait prévu, mais en gros la répartition de ce qu'on avait prévu n'est pas faite de la même façon. On n'a pas de nouveaux postes, mais en revanche on a une petite augmentation à hauteur de 25 000 € qui est liée à des augmentations de temps de travail de quelques agents, mais l'impact, donc la revalorisation du point d'indice qui a augmenté, mais dont on a également subi l'augmentation de l'année précédente qui n'avait eu lieu que sur 6 mois sur l'année 2022, représente un montant important. Le glissement vieillesse technicité qui montre, qui permet aux agents, en vieillissant, de gagner un peu plus, et c'est logique avec leur technicité qui augmente de 70 000 €, et surtout le poste qui est le plus important, c'est l'augmentation du recours à des contractuels pour pallier à beaucoup d'absences, et donc on a eu 235 000 € d'augmentation du recours aux contractuels, qui est compensé partiellement par les atténuations de charges et les recettes de remboursement qui sont arrivées, qui s'est values à 170 000 €. Elles étaient de 70 000 € les années précédentes, donc l'augmentation est importante, sachant qu'on ne se fait pas rembourser le contrat de prévoyance qu'on a, fait qu'on ne se fait pas rembourser l'intégralité des absences. Et donc différentes augmentations qui contribuent à augmenter le bilan de 2023. Donc sur les dépenses de personnel, la majeure partie de l'augmentation elle est liée à des postes qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les 4/5e de ces dépenses. On peut avoir une ventilation de nos dépenses de personnel sur un graphique qui permet de voir un petit peu où travaillent nos agents. L'enfance-jeunesse avec tout ce qui est périscolaire constitue le poste le plus important. Ensuite, on a le poste citoyenneté, et là c'est essentiellement notre personnel d'entretien qui est comptabilisé là, ce personnel entretient toutes les salles utilisées par la mairie et par les associations, donc c'est comptabilisable, plus évidemment le service accueil présent en mairie. Le cadre de vie, donc c'est le personnel technique, 24%. La culture, 5%, et la médiathèque, évidemment, la part la plus importante. Le pôle moyen et ressources, 6%, et la direction générale, dont le service communication et la police municipale, 6%.
Ça donne une vision de la répartition de nos dépenses. En matière de recettes de fonctionnement, elles ont augmenté, comme je le disais, de façon moins importante que les dépenses, puisqu'on a une progression de 8% en 2023. Le produit des services, donc toutes les recettes qu'on peut avoir de cantine, d'accueil périscolaire et d'autres recettes, cimetière, location de salles, etc., à peu près stable en 2023. Une fiscalité qui est dynamique, et là, je vais compléter la revalorisation des bases par la revalorisation des taux, et là, qui a eu lieu en 2023, donc effectivement qui a permis d'augmenter de façon sensible les recettes de fonctionnement. Pour les dotations et participations, effectivement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, la perte de la DSR, donc, qui contribue à une moindre augmentation de ces dotations. 230 000 € représente la moitié de la dotation de solidarité rurale, puisqu'on la perd en 2 fois, on perd la moitié la première année et l'autre moitié la deuxième année, donc cette année. On a reçu, par contre, une recette importante de taxes sur la consommation d'électricité, 200 000 € en progression importante par rapport à 2022, et je pense que la progression elle est à mettre en rapport avec l'augmentation des coûts énergétiques qu'on subit. Quelque part, ça nous permet d'augmenter un petit peu, que nous subissons, et nos abonnés, puisque la taxe elle s'applique sur la consommation de toute la commune. Pour les droits de mutation à un niveau élevé grâce à un fonds de roulement de mutation sur nos laisses, et puis cette année des locaux d'activité importants, et donc ça permet d'avoir des recettes importantes sur ce poste qui permettent à la collectivité de fonctionner. Et puis donc, je l'évoquais tout à l'heure, les atténuations de charges, c'est les remboursements d'arrêt de maladie qui sont en très forte hausse. Et on peut penser qu'il y a eu un léger décalage quand on a examiné les chiffres d'absentéisme sur les différentes années. Je pense qu'il y a des remboursements on a encaissé des remboursements qui étaient de l'année antérieure, qui a contribué à gonfler un peu plus. Je pense qu'en 2022, on n'a pas touché l'intégralité de ceux dont on a droit, et donc effectivement ça a dû contribuer à augmenter un peu plus cette valeur. Comme tout à l'heure, le graphique d'évolution de nos recettes, les recettes, les dépenses augmentent, et ces graphiques permettent de visualiser qu'effectivement on ressent une moindre augmentation de nos recettes que de nos dépenses, mais la diapo qui suit le montrera mieux, puisqu'on voit qu'entre 2021 et 2023, donc on a l'évolution en orange de nos recettes de fonctionnement, de gestion, pardon. Les recettes de gestion et les recettes de fonctionnement desquelles on déduit les intérêts d'emprunt. Et en vert, nos dépenses de gestion, et on voit que les deux courbes ont tendance à se rapprocher, et si elles se rapprochent, ça veut dire que nos autofinancements, ce qui nous permet de pouvoir investir dans notre programme, diminue, on va avoir moins de capacité à investir si notre autofinancement diminue. Ça, la vue qui suit, donc l'épargne, capacité d'autofinancement, c'est un petit peu la même chose que ce que j'évoquais dans une présentation un peu différente, puisque là, on ne voit que l'épargne de gestion, qui est l'épargne de fonctionnement en dehors des intérêts de la dette. On a contracté un emprunt important en 2022, et donc on a des intérêts à payer en 2023 qui font que notre dette, l'impact du remboursement des intérêts de la dette est important et va différencier donc, la courbe d'épargne de gestion de la courbe d'épargne brute. Et puis l'épargne nette, c'est l'épargne brute, donc l'épargne dépenses de fonctionnement, enfin recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, duquel on déduit la dépense de remboursement du capital de nos emprunts, puisque ça, le capital de nos emprunts, on ne peut pas ne pas le rembourser, donc ce qui reste, l'épargne dette, ça nous donne un petit peu la latitude qu'on a
pour pouvoir imaginer réinvestir derrière. Et donc là, on voit que cette courbe d'épargne nette, elle est en décrue significative, en lien avec l'augmentation de nos dépenses de fonctionnement et aussi les remboursements d'emprunts qu'on a contractés. En matière de recettes d'investissement, sur la partie investissement, 4 millions de recettes. Alors c'est pas l'intégralité, enfin tout n'a pas été touché en 2023 puisque sont intégrés à ces 4 millions les restes à réaliser, et je vais les évoquer tout de suite. Le rapport d'orientation budgétaire, je vous donner le détail et s'il y a des questions. Donc on a la taxe d'aménagement, 225 000 euros. Cette taxe d'aménagement, elle a resté à un niveau assez soutenu, autour de 225 000 euros. On pense qu'elle va sérieusement diminuer du fait qu'on a touché la taxe d'aménagement sur les bâtiments importants qui ont été construits. Donc on a noté Phébus et Agora. Mais également, le développement de Melez va passer par le développement de la ZAC du Feuil. Et dans cette ZAC, il n'y aura pas de taxe d'aménagement puisque la contribution de la ZAC aux finances de la commune se fera par des versements substantiels et plus importants que la taxe d'aménagement, mais qui tomberont au fur et à mesure du développement et des ventes des parcelles de la ZAC. Le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, donc c'est le remboursement de notre TVA en significative hausse, qui est liée directement à la hausse de nos dépenses d'investissement, puisqu'en fait les 20% de TVA que l'on paye sur nos dépenses d'investissement nous seront remboursés à hauteur d'à peu près 15 à 16%, donc pas l'intégralité mais au moins une bonne partie, et 2 années après la réalisation des investissements, ce qui fait qu'il y a toujours un décalage entre le paiement de la TVA dans nos dépenses, toutes nos dépenses sont effectuées en TTC, toutes taxes comprises, et donc la TVA derrière nous est reversée avec un taux de 16,4%. Je ne vais pas donner la bonne valeur tout à l'heure. Et donc ça augmente et ça va continuer d'augmenter puisqu'on a fait de grosses dépenses d'investissement ces derniers temps. On verra ça dans la partie plus prospective. Nos recettes d'investissement, donc 4 millions de en 2023, constituées également avec l'excédent de fonctionnement capitalisé, l'excédent de fonctionnement de l'exercice budgétaire précédent qu'on reverse dans l'investissement de l'année qui suit. C'est un choix qu'on fait, on peut le conserver effectivement en fonctionnement, mais nous on fait le choix de reverser les excédents de fonctionnement en investissement, puisqu'on a des programmes d'investissement qui le légitiment. Les recettes d'ordre, donc l'amortissement, c'est une autre forme d'autofinancement qui se passe cette fois-ci non plus d'une année à l'année suivante, mais durant la même année, on va provisionner des dépenses en fonctionnement, donc ces dépenses qu'on appelle amortissement et qui vont aller basculer directement dans nos recettes d'investissement. On n'a pas fait d'emprunt en 2023, il était prévu, pourtant au niveau du budget, il n'a pas été contractualisé pour différentes raisons et il va être réinscrit. Vous pouvez vous attendre à l'avoir à voter avec le budget dans un mois. Les subventions fonds de concours, et là c'est effectivement plus de 2 millions dont il est question, mais 1 719 000 reste à réaliser lorsque principalement l'opération de la salle multifonction, la salle Champ-Courtin sera complètement terminée et qu'on pourra solliciter les financeurs pour avoir à disposition les recettes. Donc en synthèse de nos dépenses d'investissement, alors là c'est là qu'on va voir qu'effectivement on a eu des dépenses importantes, 6 500 000 euros, c'est vraiment, je pense, depuis que Melez existe, le montant le plus important sur une année qui a été dépensé, et essentiellement avec donc, le remboursement de nos emprunts, 672 000 euros, des opérations d'or de transfert, donc ça c'est des petites sommes, des amortissements de subventions,
mais surtout 5 675 000 euros de dépenses d'équipement, d'investissement, avec des frais d'études, des subventions versées pour des travaux d'éclairage public. C'est un petit peu comme si nous on investissait, hein, c'est juste on fait passer l'argent par le SDE, des dépenses d'équipement à hauteur de 4 961 000 euros. On va voir comment ça se répartit tout à l'heure, et des restes à réaliser à hauteur de 465 000 euros. Et donc on voit l'évolution en dehors des restes à réaliser comme ça. Je pense que tout le monde retrouve les chiffres qu'il souhaite. En 2019, on avait dépensé 2 500 000 euros, 3 200 000 en 2021, 4 211 000 en 2022 et 5 210 000 en 2023. Donc on est arrivé aux gros travaux, hein, c'est vraiment la partie importante. Et là, on va voir comment ça se répartit. Eh bien, notre salle multifonction qui restait à terminer de payer, dont il reste encore un petit bout pour 2024, 1 750 000. L'école élémentaire qui avance, dont la qualité, on peut en être fier parce que c'est vrai que c'est un beau bâtiment, 1 500 000, mais il n'est pas terminé, il en reste encore une partie à payer. Le mail du Champ-Courtin, donc toute cette partie qui entoure le collège et la salle Champ-Courtin, à pratiquement 1 million d'euros, 500 000 euros pour la route départementale, l'aménagement de l'accès au collège et à la salle multifonction, et on a eu 782 000 euros de dépenses en dehors de la programmation pluriannuelle d'investissement, et on a dépensé 42 000 euros pour la salle polyvalente, pour des travaux qui vont se poursuivre, qui devraient se poursuivre, pour améliorer l'état de cette salle. Là, on a une ventilation par opération. Les opérations, c'est les opérations réglementaires que vous trouverez. Et on retrouve un petit peu les mêmes points. Dans stade et installation sportive, on va retrouver la salle multifonction, la salle Champ-Courtin, l'école élémentaire, on la retrouve ici, la voirie, réseau et autres aménagements. Donc ça, c'est les travaux plus de VRD, de voirie, à hauteur de 1 300 000 euros. On rappelle que toute cette organisation, notre programmation pluriannuelle d'investissement avait été mise sous la forme d'autorisation de programme et de crédit permanent qui nous permettent de ne pas inscrire dans une année l'intégralité de la dépense, mais de la répartir en plusieurs années. Donc c'est ce qu'on fait pour les opérations les plus importantes et qui nécessitent de pouvoir appréhender sur la durée les dépenses. Et donc là, on voit celle qui faisait partie de notre autorisation de programme. Il y avait l'équipement multifonction, donc la salle Champ-Courtin, le mail et la gare routière, la RD 28 et l'extension de l'école. Et donc, on a sur les autorisations de programme actuelles une colonne pour 2024, colonne qui sera bien entendu remise à jour avec le budget le mois prochain. Après avoir fait cette analyse rétrospective, on peut regarder l'analyse prospective, regarder un petit peu comment on se projette à partir de l'état dans lequel on est. On peut imaginer l'avenir, le financement de nos fonctionnements et de nos investissements. Donc on travaille avec une modélisation dans laquelle on va rentrer des dépenses prévisionnelles d'investissement étalées dans le temps, des dépenses prévisionnelles de fonctionnement avec des évolutions qu'on doit tenir si on veut respecter notre programme, et on doit tenir compte également des variations de dotation, des différents aspects qui constituent à la fois nos dépenses et nos recettes en fonctionnement et en investissement. En investissement, donc, on a fixé le montant global des dépenses dites récurrentes, dites celles qui ne rentrent pas dans la programmation pluriannuelle d'investissement, à 800 000 euros. Donc ça, c'est une des bases de notre modélisation. Dans la programmation pluriannuelle d'investissement, on a prévu bien évidemment de terminer les opérations qui sont commencées. Le mail Champ-Courtin, la salle Joséphine Baker à payer au sein de l'espace Agora, la contribution
au giratoire des Oliviers, les travaux d'aménagement de la salle polyvalente et l'extension de l'école élémentaire. Il faut terminer les travaux commencés. Et puis, on a deux opérations qui sont importantes et à laquelle on ne va pas pouvoir se dérober. C'est la réalisation de nouveaux locaux scolaires, donc pour un montant de 2 600 000 € qui sont programmés. Alors à l'actuel, c'est des fourchettes, hein, évidemment, les études de projet ne sont pas menées, mais c'est l'ordre de grandeur des dépenses. Et puis une cuisine centrale pour remplacer l'équipement actuel qui arrive en limite de capacité et pour lequel on a des impératifs de redonner l'espace nécessaire à nos cuisines. Donc ça, c'est les dépenses qui figurent à la programmation pluriannuelle d'investissement qu'on a réparties dans le temps avec, donc on voit que l'année 2023, c'est celle qu'on vient de vivre, c'est la première année, et donc on va réduire quand même un peu le niveau de dépenses d'investissement dans les années ultérieures. Donc on voit en bas les 800 000 € de dépenses dites récurrentes, et puis les montants de dépenses des investissements que j'ai cités qui s'étalent dans le temps jusqu'à 2026-2027. En matière de recettes d'investissement, on va avoir les recettes qu'on a citées tout à l'heure, c'est-à-dire le fonds de compensation de la TVA qui lui va augmenter du fait de l'augmentation de nos dépenses passées. Des recettes de taxes d'aménagement, alors là effectivement je l'ai mentionné, elles vont être prévues plutôt à la baisse. La cession de différents biens de patrimoine à hauteur estimée d'environ 2 millions € et un emprunt qui sera réalisé pour financer et rétablir l'équilibre de nos finances et de notre trésorerie de 2024. En fonctionnement, on a prévu le taux de revalorisation des bases. Vous aurez remarqué que nous n'avons pas pris en compte d'augmentation des taux, au moins pour l'année 2024. Des recettes sur les droits de mutation qu'on va de façon prudentielle penser en baisse, puisque les grands bâtiments d'activité ne vont pas être vendus tous les ans. Donc on pense qu'on aura, on pressent qu'on aura une baisse de ce montant. Sur la DSR, effectivement, on a intégré la perte de la DSR et on n'a pas, dans notre modélisation, même si on espère fortement récupérer cette dotation, pour l'instant on ne peut pas tabler là-dessus pour établir nos budgets, puisque rien n'est assuré de ce côté-là. Les produits des services, on les revalorise régulièrement chaque année, donc on a pris une modeste augmentation. Des atténuations de charges, pour le coup, là on espère avoir en baisse, en lien avec la baisse du taux de maladie du personnel. Et donc, pour les dépenses de personnel, on a pris en compte une augmentation, alors hors inflation évidemment, puisque ces prospectives pluriannuelles ne peuvent pas présumer du taux d'inflation des années ultérieures, de 2% d'augmentation sur ces chapitres, hors inflation évidemment. Donc ça nous donne une courbe d'évolution de nos recettes de fonctionnement avec une hausse plus importante entre 2022 et 2023 et puis ensuite un peu plus limitée pour l'année et même une stabilité. Alors là, on va voir de façon plus précise au moment du vote du budget. Là c'est la modélisation et on ne peut pas tenir les chiffres qui sont ici pour la valeur d'évangile. C'est de la prévision sur du long terme. Et donc on verra au moment du budget ce qu'on va inscrire précisément en 2024 en matière de recettes de fonctionnement, et notamment avec la notification par la trésorerie de nos dotations et de nos bases fiscales à prendre. L'évolution de nos dépenses de fonctionnement, de la même façon, on va essayer de stabiliser un mouvement de hausse en lien avec aussi l'augmentation de la population de Molès, mais à un rythme qui devra rester modéré. On ne va pas pouvoir continuer d'augmenter de façon trop importante nos dépenses de fonctionnement.
Nos dépenses de personnel, alors là, on a les prévisions 2024 qui nous donnent à peu près un ordre de grandeur de ce qu'on va inscrire au budget prévisionnel de l'ordre de 4 millions d'euros, 490 000, donc avec une hausse très modérée par rapport à l'inscription du BP 2023. Pour ceux qui regarderont par rapport à l'inscription, par rapport au CA effectivement réalisé, ça pourrait faire une augmentation plus importante, mais là je dirais qu'encore une fois, c'est un ordre de grandeur qu'on va confirmer au moment du vote du budget. Un petit point sur les effectifs des personnels. Donc on voit que l'augmentation, donc là on a que nos titulaires, nos agents titulaires, passés de 78 agents correspondant à 75 ETP en 2021. Là on est à 88 agents correspondant à 84 ETP. Et donc ça correspond à la mise en œuvre des lignes de gestion qu'on avait définies à cette période pour donner aux services les moyens nécessaires de réaliser ce qu'on attend pour les négociations. Une fois qu'on a fait tourner cette modélisation, on regarde l'évolution de notre épargne. Et là, on voit que dans l'évolution prévisionnelle, on reste à des niveaux d'épargne positifs. Heureusement, hein, c'est la base. On n'a pas le droit d'imaginer que notre épargne va devenir négative. Mais malgré tout, on voit qu'avec la perte de cette dotation de solidarité rurale, et là, on a bien du mal, même en prenant des hypothèses très modérées d'augmentation de nos dépenses et des hypothèses raisonnables d'augmentation de nos recettes, on reste avec des niveaux prévus d'autofinancement d'épargne qui restent pas très hauts. Le point sur la dette. Donc, vous aviez dans le document l'essentiel des. Je vais pas repasser en revue l'intégralité de nos contrats d'emprunt. Donc on voit là les différents emprunts qui ont été réalisés avec. Ils sont classés par échéance, par réalisation de l'ordre. Et donc on voit notre dernier emprunt, donc de 4 millions. Auprès du CMD en 2022 à taux fixe sur 27 ans. Et donc il reste 23 années au taux de 1,3%. On n'a pas d'emprunt toxique, tant mieux. Donc l'encours total de la dette au 1er janvier, j'espère que c'est 2024, c'est de 6 725 805 euros. La structure de la dette, donc là on voit l'évolution du rapport entre la dette et nos recettes de gestion. Ça donne des indicateurs qui, plus on se rapproche de celui-ci. Donc, et le graphique sur lequel il faut s'attacher, c'est le graphique de droite, sur la capacité de désendettement, dans lequel on rapporte le montant de la dette par rapport à nos recettes de fonctionnement, et on voit en année, en termes d'année, ce que ça donne. Donc là, il faut qu'on puisse rembourser rapidement la dette, et donc là, il y a des valeurs limites autour de 8 à 10 qu'il ne faut pas dépasser, et donc là, on est encore avec un délai de désendettement dynamique de l'ordre de 6 ans qui reste acceptable. L'endettement en termes d'endettement par habitant est mis en forme ici avec les perspectives à la fois de nouveaux emprunts pour financer les investissements et de remboursement des emprunts, et on voit que globalement on va dépasser la moyenne nationale en 2024 quand on aura réalisé notre emprunt. On dépassera les environ 900 euros par habitant qui sont la moyenne
moyenne nationale des collectivités de notre taille. On est une collectivité qui est en développement et qui a des nouveaux habitants tous les ans, donc ça n'est pas... Et à condition qu'on en sorte assez tôt, et là c'est le cas dans notre modélisation, ça reste une donnée tout à fait acceptable. Donc là, sur la modélisation, toujours la capacité de désendettement dynamique, et là on voit qu'autour de 6 ans cette année, mais quand on aura contracté l'emprunt de l'ordre de 2,5 millions d'euros qu'on aura à prendre pour l'année, on passera à 10 ans, parce que dans le même temps on contractualise des nouveaux emprunts, notre autofinancement diminue, et donc forcément la capacité de désendettement dynamique va augmenter en conséquence, mais dans la trajectoire qu'on a proposée, et avec la simulation de ce nouvel emprunt, donc on redescend à des valeurs normales vers 2026-2027.